plus de 13 ans que je suis chez Computerland. Je suis responsable de l'entité Cloud Operation, donc qui concerne tout le stack M365 et le stack Azure, y compris la partie donc Defender qu'on va voir aujourd'hui. Mon objectif dans cette session, c'est surtout de redémystifier un peu la partie impact, entre guillemets, la notion de sécurité. Aujourd'hui, on a une impression que la sécurité que l'on va avoir sur une infrastructure on-prem est différente d'une stratégie cloud privée et totalement encore différente d'une stratégie cloud publique. Et donc, à un moment donné, il faut remettre tout ce petit monde-là l'un à côté de l'autre pour dire est-ce que les menaces sont différentes? Oui, non. Est-ce qu'il y a de nouvelles menaces? Certainement d'ailleurs. Et de voir un peu tout simplement comment on peut y répondre de façon structurelle, mais aussi en cas de cyberattaque. Et donc, dans le programme, je vais faire simplement un rapide panorama sur les scénarios qui existent aujourd'hui de menaces. Quelques atouts de la solution de Defender for Cloud, des cas d'usage, la roadmap, parce qu'évidemment, les produits de sécurité évoluent quotidiennement. J'ai un petit environnement de sandbox, donc j'aurai l'occasion de me connecter dessus aussi pendant la présentation. Et puis ensuite, une session de Q&A comme on l'a mentionné juste avant. Et donc, évidemment, quand on parle de scénario d'attaque cloud ou de posture de sécurité, il y a l'intelligence artificielle qui va rentrer en ligne de compte aussi. Tout simplement, pour commencer par un élément qui est pour moi essentiel, qui malheureusement est bien trop souvent présent dans les entreprises, c'est qu'on met un focus assez important sur la gestion email, la gestion des PC et la gestion des comptes Active Directory ou des comptes cloud. Parce qu'en effet, beaucoup de cyberattaques sont liées sur une attaque qui vient par un mail, où on demande de télécharger un fichier, où on me demande de taper un login mot de passe. Et puis, de là, il y a un petit ransomware qui va se connecter sur l'infrastructure et faire de l'exfiltration de données. Ça arrive, ça arrivera demain, malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Et là, on peut avoir n'importe quelle solution de sécurité, même une solution de sécurité qui coûterait des milliards. La partie essentielle dans ce côté-là, qui pour moi tout rentre en ligne de compte, ça va être aussi la formation de vos utilisateurs. Mais quand vous prenez une énergie folle à sécuriser ces trois éléments, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, tout ce qui va concerner la partie cloud, la partie liée à une attaque sur une votre plateforme Jira, sur une software as a service quelconque, que ce soit du SAP en mode cloud, que ce soit une solution de type stockage cloud, une IA, tous ces éléments-là derrière sont aussi à risque. Et donc, il faut aussi que vous, de votre côté, d'un point de vue informatique, vous ayez une vue sur le workload qui est fait derrière et ce qui permet d'être bloqué. Et c'est pour ça que, pour moi, l'approche essentielle qu'on va avoir aujourd'hui, ce que l'on va appeler le CNAP, alors c'est un terme extrêmement barbare. Le CNAP, c'est donc le Cloud Native Application Protection Platform. Ce qui va être important dans cette approche-là, c'est de pouvoir détecter la surface d'attaque. Quand on parle de surface d'attaque, c'est générer toute une série de scénarios, comme le cloud, comme la partie identité, comme la partie mail, et de voir à un moment donné, à partir de où j'ai un exploit, donc un endroit qui est une faille de sécurité dans mon infrastructure. Et de cette faille de sécurité, quel va être le risque business que je vais avoir derrière. Et donc ici, graphiquement, donc les slides vous seront envoyés par la suite, ce qui va être important pour vous, c'est de se dire, en fait, un chemin d'attaque, je vais en avoir plusieurs dans mon organisation, et dans cette organisation, comment je vais pouvoir faire pour me préparer à cette attaque. À mon sens, c'est pas une question de dire je suis extrêmement protégé et je n'aurai jamais de cyberattaque. Malheureusement, on ne peut jamais dire jamais dans les éléments de cybersécurité. Dès lors, l'approche qui est, à mon sens, la plus pertinente aujourd'hui, c'est de détecter selon ces chemins d'attaque
à partir de quel moment, quel maillon de la chaîne, je vais pouvoir intervenir pour couper l'infestation, entre guillemets, que je vais avoir derrière. Et ceci va passer par différents éléments qui sont technologiques, certainement, mais aussi structurels. Et je vais juste prendre quelques éléments critiques. Les permissions cloud. Évidemment, si à un moment donné, on arrive à accéder à un login mot de passe d'une personne qui a les accès, ou que l'on fasse une évaluation, enfin une évolution des accès pour avoir les clés du royaume, ça va être problématique. Et donc, il y a des solutions techniques pour ça. Le fait d'avoir un site web qui est hébergé dans un cloud ou on-prem, il faut, sur ce site web-là, mettre en permanence ce qu'on va appeler une analyse de la vulnérabilité avec un produit. Alors ici, dans la suite Defender, on a la notion d'External Attack Surface Management qui va aller scanner au quotidien votre application pour aller détecter toutes les failles de sécurité. Et de ces failles de sécurité-là, imaginons le pire, j'ai un site web qui est dans mon infrastructure, une infrastructure qui malheureusement n'est pas très corporate ou très bien configurée, c'est-à-dire que le site web qui est visible publiquement est dans une DMZ, donc dans une zone qui en théorie ne communique pas avec les serveurs, mais le firewall n'a pas été bien configuré, là on va avoir une contamination assez simple de votre infrastructure. Et donc cette partie-là est un tout, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Aussi, un élément qui est important, c'est que si je reviens à mon premier slide, que j'expliquais, voilà, protection d'identité, protection du workload, protection des mails, protection du cloud, protection des serveurs, si à un moment donné, j'ai 46 produits qui vont être extrêmement positifs pour la gestion de ma sécurité, à un moment donné, il faut que je puisse réduire ce bruit. Si à un moment donné j'ai une attaque et que chacun des éléments commence à m'envoyer des mails pour me dire « Attends, j'ai trouvé quelque chose qui ne va pas, moi aussi, moi aussi, moi aussi », et qu'il n'y a pas de corrélation, le temps et le traitement de cet élément-là va prendre trop de temps, et donc l'attaque ne sera pas endiguée aussi rapidement que ce qu'on le souhaiterait. Ça, c'est déjà un. Et deux, lorsqu'on va devoir faire l'analyse de cette attaque-là, si on a différents éléments qui vont me proposer une vision sur la partie cyber, à un moment donné, si je dois corréler des logs de différents produits ou de différentes technologies, ils ne vont pas forcément avoir le même vocabulaire non plus. Donc l'analyse prendra aussi beaucoup plus de temps à cause de ça. Et évidemment, vous l'avez peut-être vu dans la presse, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se plug aussi sur la partie sécurité. Et donc, dans cette approche-là, on a ce que l'on appelle le Copilot Security, qui permet de tout simplement faire une analyse en temps réel d'un incident, d'une configuration ou d'une veille technologique. Et donc, aujourd'hui, l'IA permet aussi de pouvoir garantir un certain niveau de sécurité, que ce soit de façon préventive, mais aussi de façon curative, avec la génération d'un script de remédiation, typiquement, qui permettrait d'endiguer la menace. Cette partie-là, aujourd'hui, dans la partie Security Copilot, est inclue maintenant gratuitement depuis quelques semaines, quelques jours même, je dirais, pour tous les clients qui disposent d'une licence E5. Et donc, vous l'aurez compris que, à mon sens, aujourd'hui, oui, la gestion de la vulnérabilité, oui, la gestion de la sécurité est importante, mais c'est pas tout. Et quand je dis ce n'est pas tout, ce qui va être essentiel, c'est de pouvoir détecter votre footprint, donc votre consommation aujourd'hui en termes de ressources IT. Vous n'êtes certainement pas que on-prem, vous n'êtes pas certainement que chez un cloud provider, vous en consommez certainement plusieurs, mais tous ces workloads, à un moment donné, il faut avoir une visibilité, et de cette visibilité-là, en détecter tout simplement toute une série d'actions. Sans cette partie-là, à un moment donné, vous ne pourrez pas détecter le chemin d'attaque, qui est que de l'utilisateur va passer sur le device, et du device, il va pouvoir accéder au cloud workload. Cette approche-là, c'est essentiel pour garantir votre sécurité de vos données,
votre propriété intellectuelle, mais aussi tout simplement la viabilité de votre entreprise. Et donc, de cette partie-là, vous allez pouvoir par la suite dire, en fait, Quentin, je remarque que grâce à la gestion de la posture de sécurité, mon utilisateur qui est connecté sur ce device-là, en fait, cet utilisateur-là est local admin. De ce local admin-là, en fait, il a aussi des droits dans mon Active Directory. Et puis de là, vous allez voir, entre guillemets, l'effet boule de neige qui pourrait arriver. Ce qui permet préventivement d'aller nettoyer tous des droits qui auraient été donnés à un certain temps et qui auraient été oubliés, entre guillemets, dans votre gestion informatique. Un style de compte de service, par exemple, qui tourne sur un serveur qui a beaucoup trop de droits. Et donc, on va devoir aussi intervenir sur cette gestion de compte de service. Évidemment, dans cette stratégie, l'IA génératif n'est pas à l'abri d'une faille de sécurité. Et donc, quand je parle d'IA générative, il y a certains types d'attaques qui sont assez importants. La première chose, ne pas oublier que quand on utilise une IA générative que l'on va créer, et pas une solution comme Copilot, donc Copilot qui est une solution software as a service qui a été, on va dire, verrouillée par Microsoft d'une certaine façon, ou un ChatGPT, un Gemini ou autre. Mais si vous souhaitez une IA générative spécialisée pour un élément dans votre infrastructure, il y a certains éléments de configuration qui vont être essentiels, comme le fait d'entraîner sur des données de votre entreprise, donc de pouvoir s'y connecter. Une fois qu'on a fait l'entraînement, on va aller faire du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on va aller détecter ce que la donnée pourrait apporter à l'entreprise et on va aller la spécialiser. Mais le plus important qu'on va avoir derrière, c'est ce qu'on va appeler le grounding. C'est le fait de dire, Quentin, tu vas utiliser mon IA génératif spécialisé, mais toutes les données qui ont été entraînées, en fait, tu y avais déjà accès. Et donc, si je pose des questions à cette IA générative spécialisée, il sait que j'ai un certain niveau d'accès et dès lors, sur base de ce niveau d'accès-là, il va pouvoir me répondre. Ce que l'on remarque de plus en plus dans ce type d'attaque, c'est que on va avoir un prompt qui va dire, tiens, je vais poser une question sur une IA spécialisée pour la partie financière, par exemple. Et donc, je vais pouvoir dire, tiens, je fais un projet, fais-moi le suivi du projet pour Computerland. Et donc, le prompt va se connecter dans son IA infrastructure, dans les données, et de ces données-là, il va pouvoir me sortir une réponse. Parfait, c'est son rôle, il a accès à des données, il a été entraîné, il peut me donner des informations. Maintenant, si on regarde d'un point de vue macro, les données, elles sont stockées sur mon ERP. Et donc, elle a peut-être eu accès à d'autres informations que juste la gestion de projet et de savoir où j'en suis. Si je fais un prompt qui me dit « Tiens, je vois que tu es connecté sur l'ERP, peux-tu me donner l'état financier de telle société ?» Il va faire ce flux et il va dire « Oui, j'ai accès à mes données. La donnée a été entraînée, donc oui, j'ai l'information, mais je te réponds. » Et donc, en fait, on voit de plus en plus de cyberattaques, ou de data leaks, en tout cas, qui sont basées sur des mauvaises configurations de GenAI Application Custom, qui permettent d'usurper une identité, et surtout d'usurper toute une série d'informations présentes dans une entreprise qui n'auraient pas été correctement sécurisées en amont. Et ça, c'est malheureusement notre quotidien. Si je le reprends en graphique, je suis sur mon utilisateur, je fais des prompts, je vais aller rechercher toute une série d'informations. Derrière, les impacts sur mon application va être que je vais potentiellement lui donner du contenu illicite et donc que je vais aller modifier son comportement. Je vais pouvoir injecter des prompts malicieux. Mais le pire, c'est que de là, je vais avoir un risque de type supply chain parce que je vais pouvoir peut-être me connecter à d'autres environnements. On est typiquement dans une approche qu'il s'est passée il y a quelques mois où sur le site web de BMW, l'IA générative qui était mis en place pour faire la configuration de la BMW permettait de faire une configuration d'une Audi.
la GenAI application qui était sur le site web n'a pas été suffisamment hard-codée dans son comportement, et des hackers, on va dire, a réussi à modifier le comportement de l'IA génératif d'un constructeur pour pouvoir s'en servir pour aller faire des configurateurs sur un autre modèle. Et ça existe au quotidien. Et si je me connecte sur ce genre d'informations, vous vous rendez bien compte que ce qui va m'intéresser, moi, au préalable, si je suis du côté mauvais garçon, ça va aller d'aller rechercher l'ensemble de vos données. Parce qu'au final, c'est ça qui a le plus de valeur dans une infrastructure. Et donc aujourd'hui, lorsque l'on a une approche complète de la sécurité, évidemment que Defender for Cloud ou autres solutions de sécurité, son principe principal, ça va être de réduire les risques. Et donc, il va y avoir les protections avancées, le côté EDR, XDR, mais pas que. Et c'est là où il y a une vraie plus-value de passer sur du Defender for Cloud pour la gestion de l'ensemble de votre workload, plutôt de rester que sur uniquement un XDR. Le XDR, ça va être l'élément de défense, de protection. Oui, évidemment qu'il faut se connecter sur un SIEM pour pouvoir tout simplement exporter l'ensemble des logs pour avoir une certaine quantité d'informations en cas de cyberattaque pour pouvoir remonter à partir de quand il y a eu la breach. Mais les éléments les plus essentiels dans une posture de sécurité, ça va être la gestion de l'exposition, la couche orange, et surtout la partie Threat Intelligence, ça veut dire une veille technologique au niveau sécurité pour se dire, tiens, on détecte qu'il y a de nouvelles menaces sur le marché. Basé sur cette nouvelle menace, comment je peux y faire face? Si vous revenez à quelque chose qui est apparu il y a quelques années maintenant, c'est assez vieux, mais j'aime bien remontrer cette partie-là. Quand il y a eu la faille log4j, donc le log4j de Java, en termes de sysadmin, il a été extrêmement compliqué de faire l'inventaire de l'ensemble des endroits où la faille log4j était présente dans une infrastructure. C'est pas parce qu'il y a le composant Java que la faille était présente, mais si la faille était présente, c'est parce qu'il y avait du Java. Et donc aujourd'hui, avec des solutions de type Defender for Cloud, il est essentiel que l'exposure, donc la menace, la détection va me permettre d'avoir une cartographie de l'ensemble de mes assets, donc de mes composants, et de pouvoir en détecter son contenu. Si j'ai une veille technologique au niveau de la cyber qui me dit, tiens, il y a une nouvelle faille de sécurité sur tel élément, mais il va faire une corrélation entre l'élément, la veille, l'élément présent, et donc la posture de sécurité, et donc la remédiation qui va suivre derrière. Donc c'est aussi une facilité pour vous de pouvoir traiter ces éléments de sécurité. Et évidemment, globalement, à un moment donné, il vous faut un petit capteur, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, une petite boussole dans cet univers de la cybersécurité. Et vous verrez qu'il y a à chaque fois des notions de secure score où on va avoir simplement un pourcentage qui permet de se dire est-ce que je tiens compte, oui ou non, de mes éléments de cybersec dans mon infrastructure. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est sur une logique qui s'appelle Defender for Cloud que ça ne va s'adresser que aux composants de type Cloud Microsoft. Defender for Cloud, on est sur une intégration multi-cloud, cloud privé et évidemment les deux hyperscalers bien connus que sont AWS, GCP. Et donc pour ceux qui ont suivi mes deux autres sessions précédemment où je parlais d'Azure Arc, Azure Arc va être le composant qui permet de visualiser dans la console Azure les éléments de ressources on-prem ou cloud privé et de pouvoir voir de là les éléments de Defender for Cloud pour voir la posture de sécurité sur ces éléments-là. Et quand je parle de posture de sécurité, n'oubliez pas qu'il y a toute une série de benchmarks, que ce soit le CIS, le PCI, le NIST, la partie ISO, mais aussi maintenant d'autres notions comme
la partie AI Act, le NIS 2 qui arrive bientôt aussi. Donc tous ces éléments de compliance qui vous permettent tout simplement de se dire où j'en suis dans ma sécurité et comment je peux m'améliorer, mais tous ces éléments-là sont présents nativement dans les produits. Et donc si vous êtes aujourd'hui dans une préparation ISO 27001, le fait d'utiliser Defender for Cloud et d'avoir une cartographie des éléments présents dans votre infrastructure vous permet assez facilement de prévoir déjà l'annexe A et de pouvoir faire la gestion de vos vulnérabilités, la gestion de vos assets et de savoir comment, là où vous avez des risques en tout cas. Je vous parlais évidemment des menaces émergentes sur l'IA, la notion de se connecter, de détecter ces nouveaux types d'attaques, je vais dire, est présente maintenant dans l'outil aussi. Et donc, tout ce qui va être lié à des IP, des prompts ou toute information sensible pourra être bloqué en amont, que ce soit que l'on consomme de l'Azure OpenAI ou autres services derrière. Et donc, si je veux une dernière fois reparler des vulnérabilités ou des risques liés à partie intelligence artificielle, on va dire plutôt custom, j'ai pris dans ce cas-ci la partie Azure OpenAI Services. Si on est sur cette partie-là, j'ai tout ce chemin d'attaque que je vais devoir traiter et de là pouvoir y mettre les garde-fous au fur et à mesure. Sans sécurité, mettre de l'IA pour mettre de l'IA est plus risqué. Donc évidemment, l'un ne doit pas aller sans l'autre en 2025, mais surtout en 2026. Et donc le composant qu'on va avoir derrière, ce qui s'appelle le composant d'Azure AI Content Safety, je me connecte sur une application, je vais avoir un module dans Azure qui va me permettre de détecter mon prompt et ma réponse. Donc ça a toujours de filtre si vous souhaitez. Sur ce filtre, on va se connecter sur différents éléments bien connus de Defender, que ce soit la partie SIEM, XDR et la réponse automatisée. Et de là, je vais pouvoir avoir mon résultat. Je regarde s'il y a quelques questions et puis je continue dans ma vulgarisation. Pas de questions pour l'instant? Ok. Alors, parlons peu, parlons bien. Je vais partager mon écran. Et je vais me connecter sur une infrastructure de type Defender pour vous montrer un peu une console dans la réalité. Donc ici, je suis connecté sur une infrastructure de Sandbox, pas une infrastructure de Computerland. Donc je n'ai que quelques ressources aujourd'hui. Si je regarde dans mes ressources, qu'est-ce que j'ai? J'ai une machine virtuelle, qui est une machine Ubuntu. Tiens, je vois que j'ai une adresse IP publique, si je me connecte dessus. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vois que j'ai une adresse IP publique associée dessus et qu'en plus de ça, si je vais dans mes éléments de sécurité, donc le petit firewall couche 4 qu'on va appeler le Network Security Group, je vois que mon SSH, donc le fait de me connecter sur mon Linux en SSH, le port 22 est publié partout. Donc en gros, si je fais du SSH depuis ma machine maintenant, sur ce port-là, j'y ai accès. Qui veut dire qu'en gros, grossièrement, à travers l'ensemble de la planète, si vous essayez de vous connecter en SSH sur le 50.85.65.1, vous allez avoir un petit prompt qui va vous demander un login et mot de passe. Et donc là, c'est parti pour du brute force. Et à un moment donné, le brute force passera et vous prendrez le contrôle de ma machine. Et de cette machine-là, vous allez pouvoir en faire tout ce que vous voulez. Un site web illicite, un casino, c'est des failles de sécurité, des types de menaces qui existent beaucoup pour l'instant, ou tout simplement usurper, prendre le contenu et faire crasher la machine, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon infrastructure? Je vois que j'ai des ressources web. Et donc si je vais sur ma ressource web ici, je vois que j'ai un domaine qui est présent, donc elle est publiée, c'est démarré. Si je fais browse, je vois que c'est en fait un site WordPress.
Vous voyez que je suis connecté directement en admin. Donc si je fais le /admin, je suis bien connecté dessus et je vois bien que derrière, j'ai la vision sur mes plugins, mes pages, etc. Il n'est pas rare d'avoir dans Azure ou dans n'importe quel site web une infrastructure de type plateforme. Donc je n'ai pas ici une VM, je suis sur un app service plan et donc très simplement, je ne dois pas gérer la couche operating system, je ne dois pas mettre à jour le Linux ou le Windows qui tourne derrière. C'est un déploiement de type container qui est présent. Et donc, je peux me connecter en console dessus pour pouvoir y déployer mon contenu. Exemple, je peux pouvoir de là me connecter en FTPS avec ces accès-ci, ou je vais pouvoir dire je fais du CI/CD, donc j'ai mon développement et je peux m'y connecter à travers Azure, GitHub, Bitbucket ou autre. Mais vu que j'ai un site web, vous pensez bien que j'ai aussi évidemment une machine virtuelle, pas une machine virtuelle justement, mais plutôt une gestion de base de données. Et donc là aussi, j'ai un container qui me permet de me connecter sur ma base de données, sur telle URL. Vous voyez, le login, il est présent ici. Le mot de passe, évidemment, est non visible dans l'interface. Et si je vais sur mes éléments de réseau, je peux me connecter à travers mon réseau virtuel, mais pas que. Je peux pouvoir me connecter aussi potentiellement depuis l'extérieur. Et donc, si je peux me connecter depuis l'extérieur, même logique, je vais pouvoir tester plusieurs logins, plusieurs mots de passe jusqu'à temps que je vais pouvoir rentrer. Defender for Cloud, c'est une ressource qui est présente dans la console Azure, comme je le disais précédemment. Si je clique dessus, on arrive sur cet écran. Et vous voyez déjà tout un ensemble d'informations présentes sur le panel. Je ne vais pas forcément y aller tout de suite, je vais y revenir juste après. Je vais d'abord commencer par la base qui est que Defender for Cloud, c'est une configuration de point de vue de la souscription Azure. Donc, vous ne payez pas de la licence proprement dit prix par utilisateur par mois, ça va être visible en termes de consommation Azure. Ça, c'est déjà le premier grand concept qui est important. Vous voyez aussi, dans la partie management, dans cette partie environnement, que je peux me connecter directement à plusieurs types d'infrastructures. Évidemment Azure, en termes de souscription, AWS, GCP, et d'autres solutions de plateforme plutôt en vue de gestion de code. Si, Quentin, tu m'as dit qu'on pouvait se connecter dans n'importe quel cloud privé, la partie connexion cloud privé se fera à travers le composant Azure Arc, pour rappel. Si je me connecte sur la partie Azure, vous voyez évidemment que je n'ai qu'une souscription ici, vous voyez que j'ai des ressources qui sont détectées, et vous voyez mon niveau de couverture de 14 sur 15. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant sur lequel on va pouvoir se plonger. Si je me plonge dans la notion de couverture, vous voyez qu'en fait, Defender for Cloud, derrière, c'est un panel de ressources ou de subdivision, entre guillemets, qui va être assez large. Mais par contre, encore une fois, je configure mes configurations de Defender sur ma souscription, c'est pas sur mes ressources. Et donc, si je fais un posture de sécurité, vous voyez qu'ici, je dois simplement cliquer sur On et ça active directement. Quentin, je veux mettre de l'EDR ou de l'XDR sur mon serveur, mais je vais activer la partie serveur et ici vous voyez que j'ai la capacité de faire un changement de plan parce que oui, il y a une différence entre le Defender for Cloud serveur plan 2 et la notion de serveur plan 1 ou la notion de vulnérabilité, de détection des secrets. Donc un login mot de passe qui est hard-codé dans un fichier de config, ces éléments-là sont différents si je prends le plan 1 ou le plan 2. Par contre, sur une même souscription, je ne vais pas pouvoir avoir des serveurs en plan 1 et des serveurs en plan 2. C'est pour ça que c'est
ultra important lorsqu'on active Defender de bien se rendre compte de ces éléments-là. Je ne peux pas dire je vais activer de la sécurité sur 4 VM de production sur ma souscription et de ne pas activer la sécurité sur 4 VM de développement qui sont présents sur la même souscription. Il y a un problème de conception à la base qui est que sur la souscription, on ne doit pas mettre les deux mêmes infrastructures. Dès lors, on doit déplacer une partie de l'infrastructure sur une autre souscription avant de l'activer. Et ici, c'est du tick in the box. Donc, je veux de la posture de sécurité sur mes serveurs, mais pas sur ma partie App Services pour l'instant. Je peux le faire et je clique sur Off, sauvegarder. Et là, dès que je le fais, la facturation de cet élément-là sera bloquée. On est sur une consommation par élément, vous le voyez ici, en toute transparence. 15 $ par instance de type service app par mois. On est sur une facturation à l'heure. Si je le coupe aujourd'hui, je ne vais pas être facturé pour le reste du mois. Mais par contre, je vais le consommer à partir du 1er décembre minuit jusqu'au 3 décembre 9 h du matin. Enfin 10 h du matin, parce qu'ici, on sera déjà sur l'heure complète. Et ainsi de suite. Vous voyez aussi qu'il y a un petit icône sur la droite. Il y a dans la partie Defender la capacité d'activer gratuitement l'ensemble des fonctionnalités pendant un mois. Évidemment, après ce mois-ci, je vous invite très vite à vous poser la question de savoir si vous devez le garder, sinon la facturation va commencer. Deuxième élément, dans cette notion de configuration, quand je vous parlais de standards de compliance, Microsoft met à disposition toute une série de police, entre guillemets, ou de visibilité qui vous permet d'avoir une visibilité sur votre posture de sécurité. Alors, Microsoft active nativement le Microsoft Cloud Security Benchmark. Derrière ça, vous voyez que j'ai activé sur ma souscription les AI Act et que j'ai activé aussi le Azure Fundamental Benchmark, qui n'est pas le même, entre guillemets, que le premier. Vous voyez que derrière, ça va me générer un calcul de 226 recommandations, me disant si oui ou non j'ai pris ça en compte. Et de là, vous voyez que aujourd'hui, il y a plusieurs types d'informations qui sont présentes. Pour le secteur bancaire, typiquement, il y a la partie SOC qui est déjà présente, le Swift toujours présent, le FedRAMP, Azure et évidemment DORA qui est présent pour tout le parti secteur financier, entre autres. Quentin, je ne vois pas le GDPR. Il est bien présent ici. J'ai été trop vite. Et donc, pour le GDPR, typiquement, j'ai 288 points de contrôle. Si je clique sur On, vous voyez que ça va s'activer sur ma souscription. Voilà. Et qu'est-ce qui va arriver derrière ça? C'est qu'après un certain moment, vous allez le voir dans la partie Compliance, un nouvel onglet qui va se présenter ici, qui va me permettre de détecter où j'en suis d'un point de vue GDPR sur mon infrastructure. Il faut un petit temps après l'activation. Pour le bien de la démo, j'en ai déjà activé 3 en plus hier pour pouvoir les démontrer aujourd'hui. Je commence par le plus simple. Vous avez vu que j'avais pas de ressources Azure OpenAI présentes dedans. Et donc ici, pour les AI Act, il me dit, tiens, Quentin, tu dois avoir mis ça en place. Et en fait, il me détecte que je n'ai aucune ressource Azure AI dedans. Donc il me dit, par défaut, c'est un succès, tu es compliant vu que tu n'as pas de ressources qui sont en fail sur cette partie-là. Dès que je vais en déployer une, cet élément de compliance va être analysé et va détecter si oui ou non je suis compliant avec la norme AI Act, qui n'est pas encore une loi pour rappel. Si je vais dans le Cloud Security Benchmark sur mes ressources, on va avoir une catégorisation selon les éléments de contrôle. Et donc, typiquement, si je vais dans la partie Network Security, je vois que c'est en rouge. Je dis, je vais avoir un peu de travail.
et il me détecte déjà toute une série d'éléments. Je dis, ah tiens, pertinent. On va aller voir le premier qui me dit, tiens, pour la network segmentation, je vois que tu as une ressource qui n'est pas compliant. Pour quel type d'information les ports doivent être restreints? Et donc, en gros, ce qu'il me dit ici, c'est que j'ai publié une machine sur Internet, et si je vais dessus, sur cette ressource-ci, il me détecte directement ma ressource qui est affectée, ma recommandation avec le niveau de sévérité, et surtout, comment je dois intervenir sur la machine pour augmenter ma posture de sécurité dans Defender. Je peux l'affecter. Vous êtes une grosse équipe IT, vous pouvez affecter le traitement de cette recommandation-là à une autre personne, évidemment, si vous souhaitez se servir de cet élément-là pour dire qui doit prendre action. Si je suis sur la partie Cloud Services, il me détecte que j'ai un storage account, donc c'est un petit NAS, entre guillemets, dans le cloud, mais qui n'utilise pas de private link. Ça veut dire qu'il est accessible publiquement, qui en plus de ça n'est pas intégré dans un réseau virtuel, et qui a du coup l'accès public qui est autorisé. Et donc si je vais sur l'accès public autorisé, recommandation de type médium sur tel type de ressources, et donc il me dit va dans le portail Azure, sur la machine, configuration, dans cette fonction-là, on clique sur désactiver. Vous voyez dans les recommandations ici, c'est des recommandations qui ne sont pas basées sur le fonctionnement aujourd'hui de la ressource. Ça veut dire que si j'ai un flux aujourd'hui qui exporte tous les X temps du contenu sur ce blob storage, si je désactive le blob comme d'un point de vue sécurité il est demandé, il ne me dit pas que mon flux d'entreprise derrière va tomber. Et donc c'est pour ça que ça va être ultra important de pouvoir se dire, ok, si ça tombe, je dois faire en fait tout simplement un suivi de configuration et une analyse fonctionnelle avant de me dire tout simplement j'active ou non cette recommandation-là. Je pars du postulat que je ne peux pas le faire parce que j'ai un flux business. Il est comme il est, je ne sais pas le changer aujourd'hui, mais je veux dire que cet élément d'un point de vue sécurité a été traité. Et donc je peux dire tout simplement, oui, je sais que je ne suis pas bon, mais je fais un exempt de cette recommandation. Je vais lui donner une date en disant, ouais, c'est un logiciel legacy, on est en train de le changer, mais il doit encore terminer son cycle de vie jusqu'à fin de l'année. Ok, je le mets jusqu'à fin de l'année. Vous voyez que le champ qui édite est grisé, ça veut dire que je ne peux pas usurper évidemment l'identité de quelqu'un de l'équipe, c'est moi qui fais l'action. Et je dis, voilà, est-ce que je mets en mode risque accepté ou tout simplement je le traite via un autre service de sécurité? Dans ce cas-ci, je veux dire risque accepté et je peux mettre le numéro du ticket qui va bien pour dire que je l'ai traité et j'ai une traçabilité derrière. Une fois que je fais ceci, je clique création et là, ça va me mettre une règle d'exemple, entre guillemets, de cette règle-là. Et ça, pour l'ensemble des workloads, qu'ils soient, encore une fois, cloud, mais qu'ils soient aussi on-prem ou dans d'autres clouds. Alors, tant qu'on est dans cette console, je vais en profiter pour vous faire un petit tour du propriétaire. Donc vous arrivez sur ceci et vous avez une visibilité complète, entre guillemets, de votre infrastructure, que ce soit les ressources qui sont disponibles dans votre infrastructure, dans cette souscription-là. Si évidemment vous avez déjà des alertes, des chemins d'attaque, la posture de sécurité, vous voyez que j'ai un 18%, on va pouvoir aller interpréter cette partie-là. L'ensemble de mon workload, donc l'ensemble de ma configuration est 100% protégé. J'ai pas d'alerte, encore une fois. Et j'ai 17 ressources dans mon inventaire. 13 qui ne sont pas en bonne santé, une qui est en bonne santé et 3 qui n'a pas su aller voir ce qui se passe derrière. Ok, on va aller voir élément par élément. Le setup, il est déjà fait ici. Vous voyez que vous avez des éléments d'onboard avec un petit élément graphique systématiquement. Des recommandations. Là, les recommandations, c'est les recommandations aussi d'un point de vue
comme on l'avait dit tout à l'heure, de configuration de l'infrastructure. Pas que de l'élément qui est visible depuis l'extérieur, mais aussi de l'élément à l'intérieur de ma machine. Et donc ici, j'ai un risque médium qui me dit évidemment que mon storage account n'est pas, est accessible publiquement. Je viens seulement d'accepter le risque et donc il faut le temps que la console se mette à jour, c'est normal. Et ici, vous voyez qu'il me fait toute une série de recommandations sur mon environnement Linux. Exemple, pour la partie SSH, tu dois aller hardcoder dans ta configuration le fait que tu veux utiliser ce type de cipher et pas un cipher qui est trop bas d'un point de vue sécurité. Et ça, vous voyez que j'ai jusqu'à 75 recommandations qui sont présentes ici. Si je vais voir les completed, ici, il va me dire, ben voilà, Quentin, tu dois aller activer toute une série d'informations sur le reste de ton infrastructure. Exemple que le FTPS doit être accessible uniquement sur mon environnement web et pas le simple FTP. Et donc ça, il me dit déjà que c'est en place. Encore une fois, je peux remédier de façon manuelle sur cet élément-là, mais je peux aussi nativement mettre une logic app, donc une automatisation qui va dire, qui va aller analyser l'ensemble de ma souscription, et dès que je vais déployer quelque chose de façon incorrecte, la logic app va être activée pour aller corriger ma configuration. Ça, c'est aussi assez intéressant. Si je vais voir typiquement un point, évidemment, l'effet démo est là. Psst. Voilà, typiquement, il me dit que je n'ai pas activé la partie backup pour l'instant sur ma machine. Je peux le faire manuellement sur ma machine en allant à tel endroit, ou simplement, ce que je vais pouvoir mettre, c'est une police qui va me dire, en fait, Quentin, dès que tu crées une ressource dans ton infrastructure, la partie backup sera activée automatiquement, même si tu oublies de le faire. Et donc, l'automatisation, la logic app qui va être créée derrière, crée en fait un package de remédiation qui permet d'avoir une tranquillité d'esprit sur cette notion de posture de sécurité. Chemin d'attaque, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas eu le temps d'être analysé sur ma sandbox. Je l'ai créé un peu tardivement, mais sinon, vous allez avoir ici une visibilité sur l'ensemble de votre parc. Les éléments de sécurité, je n'ai pas aujourd'hui d'alerte de sécurité sur cette infrastructure qui est très récente. Mais sinon, vous allez avoir tout le détail là. L'inventaire, avec les recommandations, systématiquement. Le Cloud Security Explorer, c'est quand vous souhaitez aller faire des requêtes bien spécifiques depuis votre infrastructure. Exemple, vous avez ici, pour faire très simple, vous voulez voir l'ensemble des machines virtuelles qui sont exposées sur Internet. Donc c'est un flux. Vous cliquez sur Recherche et là, ça va faire une recherche sur l'ensemble de votre infrastructure pour en détecter cette partie-là. Les workbooks, un petit rapport Power BI qui permet d'avoir une vue sur la situation où j'en suis. Il faut le configurer sur un workspace. La communauté, évidemment derrière ça, il y a une grosse communauté, j'y reviendrai avec les évolutions qui arrivent derrière. Et le plus intéressant arrive ici. Vous voyez que j'ai un 18% de Secure Score. Le Secure Score va se baser sur l'ensemble des recommandations de mon infrastructure. Et donc, on repart encore une fois sur la partie compliance en disant tu veux augmenter ton niveau de sécurité, voici l'ensemble des éléments que tu dois traiter. Donc oui, aujourd'hui, si vous souhaitez avoir un Secure Score de 100%, dans votre posture de sécurité, vous allez sur votre souscription, ici, vous prenez l'ensemble des recommandations et dites oui, j'accepte les risques et traiter autrement, oui, votre score va monter à 100%. Évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne pratique, loin de là. Par contre, c'est vraiment important de prendre chacune des lignes et de se poser la question de dire ok, cette ligne-là, quel impact elle va avoir sur mon infrastructure? Et donc, elle va se baser sur la régulation
du Cloud Security Benchmark pour faire le pourcentage du Secure Score. Ça, c'est l'élément qu'on a vu. La protection des workloads. Donc là, c'est ma visibilité globale sur ce que j'ai. Il me dit, ah, tiens, Quentin, attention, je vois que tu n'as pas activé le Just-in-Time. Donc le Just-in-Time, c'est quoi? C'est de pouvoir, suivant une mécanique, dire, je veux accéder à cette machine-là uniquement quand je clique sur un certain élément. Et donc, en gros, il va aller activer le fait de pouvoir me connecter sur l'adresse IP publique juste au moment où je demande d'y avoir accès. Et donc, c'est de la, encore une fois, c'est de la bonne pratique. C'est de la configuration de type comme le Privilege Identity Management, le fait de pouvoir dire je dois être global admin à l'instant T parce que je dois faire une grosse tâche. C'est pas normal de devoir me connecter avec un compte qui l'est par défaut. N'oubliez pas le principe même de la sécurité, ce qu'on appelle le least privilege, c'est je commence avec les droits les plus faibles possibles et au fur et à mesure que j'ai besoin de plus de droits, je fais cette demande de droit à l'instant T pour faire cette certaine tâche. Dans la partie data et AI security, il a détecté évidemment que j'avais une base de données pour mon site web. Et derrière, il va pouvoir aller m'analyser soit des éléments d'AI, ce qui ne va pas être pertinent ici, mais ce qui va être pertinent, si je vais dans la partie data sécurité, c'est qu'il va pouvoir analyser si j'ai dans ma base de données des informations sensibles. Exemple, des informations GDPR, des informations financières, des credentials. C'est un WordPress. Il y a une base, dans cette base de données, il y a une table pour les logins et les mots de passe. S'il voit que le mot de passe est en clair, j'aurai une alerte qui va me dire Quentin, tu utilises une base de données qui a été mal configurée et donc qui va me recommander de modifier ces éléments-là en amont. Donc ça aussi, n'oubliez pas, dans la partie GDPR, vous avez un besoin d'anonymisation de l'information. Le fait de pouvoir faire cette partie-là vous permettra d'avoir une visibilité sur l'ensemble de vos bases de données aussi. Network Security, là ça va être strictement orientation Azure, avec la volonté de mettre des ressources de type Azure présentes sur votre infrastructure. Et évidemment, le nerf de la guerre, la configuration de votre environnement DevOps. Alors oui, l'utilisation du CI/CD, donc de faire cette partie-là, est hyper pertinent, mais faire extrêmement attention sur ces éléments-là me semble aussi nécessaire. Donc ça, c'était l'environnement all-up, globalement de la partie Defender. Je vois que le temps file et donc je vais vite revenir sur le slide deck. Hop, ça. Et je vous l'enverrai dedans, mais j'avais aussi un élément typiquement lié à la partie Azure OpenAI pour vous montrer les éléments qu'on peut mettre derrière. Mais à la limite, ce qui est important, ça va être plutôt les derniers slides, en disant voilà, j'ai détecté le fait qu'il y avait eu un mauvais prompt. Vous voyez que c'est toujours une fonctionnalité preview. Et donc, on va pouvoir bloquer de façon proactive ce type d'interaction. En termes de roadmap, qu'est-ce qui est prévu du côté de Defender? Vous l'avez dit, c'est un produit de sécurité, donc la sécurité évolue tous les jours maintenant. C'est vraiment important. D'un point de vue Defender for Cloud, c'est l'intégration native avec GitHub Advanced Security, donc qui est un autre élément spécifique de GitHub. L'approche de protection de l'intelligence artificielle. Le Security Benchmark que je vous ai montré juste avant qui va évoluer avec une V2, avec plus de capteurs, plus de référentiels. La partie copilot des agents, donc l'intégration native de l'IA dans vos éléments. Et surtout, ce qui est important, le renforcement de la posture de sécurité, la mise en place du Zero Trust et de plus en plus de conformité réglementaire. Beaucoup d'informations ont été annoncées à l'Ignite de cette année. Je vous invite à aller revoir cette partie-là, si vous n'avez pas été voir. Et globalement, si vous devez synthétiser ce que fait le Defender for Cloud,
c'est ce slide-ci qui est pour moi le plus important. On a la posture de sécurité qui est présent, c'est le CSPM. On a la protection des serveurs, des containers, hardening, vulnérabilité, de la gestion des Kubernetes, la gestion des ressources, qui a été faire quoi comme terme d'activité. Quentin, je vois que tu t'es connecté et que tu as fait un mast, une suppression de ressources groupe, il va me le détecter. Quentin, je vois que la VM on-prem sur le vCenter a été coupée, ça va le détecter. La gestion de vos secrets, avec la partie Key Vault, etc., etc. Dernier point, quand même, encore sous ma sandbox, je pense que c'est pertinent de vous présenter ceci. Ups. Il y a toujours le gros problème dans tous ces éléments-là, c'est le fait d'avoir trop d'interfaces pour pouvoir gérer votre sécurité. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais dans Portal.Azure, dans un composant de Portal.Azure. C'est des fois un peu pénible, je dois l'avouer. Et donc aujourd'hui, je peux vous annoncer, parce que c'est en preview, que Defender for Cloud va migrer aussi dans cette console unique de sécurité que vous connaissez déjà si vous avez la partie Defender for Endpoint pour vos PC ou Defender for 365 pour vos mails ou Teams. Le fait d'avoir la partie cloud infrastructure va me permettre ici de voir aussi l'ensemble de mes ressources et dans ma gestion de mes assets, je vais pouvoir aussi avoir ici la vision de l'ensemble de mes ressources qui sont présentes, mais aussi la partie agent IA de cette infrastructure-là, spécifiquement pour pouvoir faire de la configuration avancée. Et donc on voit vraiment une mutation de plus en plus des produits de sécurité de chez Microsoft pour aller mettre l'ensemble des éléments dans cette console-ci. D'ailleurs, on a déjà la partie Sentinelle, j'en ai pas ici, mais on peut voir déjà la partie Sentinelle que l'on peut configurer dans ce même portail unique. Et donc, il me reste à revenir sur la partie Q&A. Je ne vois rien dans le chat pour l'instant, mais n'hésitez pas évidemment à relancer votre caméra et votre micro si vous avez une question, ou la zone de chat, et je répondrai en live à vos questions. En parallèle de ça, Adrien va vous envoyer un petit pop-up. C'est simplement un petit questionnaire de satisfaction de votre côté. Et la réunion va être arrêtée d'un point de vue enregistrement sous peu aussi.